Alors que le Contrôleur de l'État s'apprête à publier demain ses conclusions sur la préparation et la conduite de l'opération barrière protectrice menée en été 2014, la menace est toujours présente dans le sud du pays. Cette nuit, une roquette a été tirée de la bande de Gaza en direction d'Israël. Elle a explosé en terrain découvert sans faire ni victime ni dégâts. C'est le 4e tir de roquette sur Israël au cours du mois de février, un record depuis la fin de l'opération bordure protectrice. Une opération menée précisément pour faire stopper les tirs de roquettes de la bande de Gaza sur les populations civiles israéliennes. Mais il s'est vite avéré que la menace réelle provenait de sous terre, avec un réseau de tunnels offensifs construit par le Hamas et qui menaçait directement les localités périphériques de la bande de Gaza. La menace a-t-elle été écartée par Tsahal et dans quelles conditions? C'est tout l'objet du rapport que nous allons découvrir demain. Regardez. Quelques heures avant la publication du rapport du contrôleur de l'État qui examine le processus de prise de décision au cours de l'opération barrière protectrice, les politiciens renforcent leur position et aiguisent leurs arguments. Ce que nous avons vu, c'est une préparation insuffisante et un échec du chef d'état-major Benny Gantz, ainsi qu'une mauvaise supervision du ministre de la Défense, Moshe Ya'alon. Alors pendant que les milieux politiques et sécuritaires s'accusent mutuellement, ici, dans la périphérie de la bande de Gaza, la vie continue même après l'opération et les résidents sont loin d'être surpris. Le forage des tunnels et les efforts d'armement du Hamas, ils peuvent les suivre depuis le perron de leur maison. Le Hamas n'a jamais affirmé qu'il cesserait de creuser et de s'armer, et nous l'entendons et le voyons. Mardi matin, le débat sur les tunnels offensifs du Hamas sera au centre du rapport du contrôleur de l'État. Certaines questions sont encore en suspens. L'armée était-elle préparée à la menace des tunnels et l'opération s'est-elle achevée par leur destruction totale? Tout d'abord, nous avons détruit le système de tunnels offensifs construit pendant des années. Je vous fais savoir que c'est dans cet objectif que l'opération terrestre a été lancée. Nous avons localisé et détruit tous les tunnels offensifs qui pénétraient en territoire israélien. Ceux dont nous avions connaissance avant l'opération ont été détruits, mais aussi tous ceux que nous avons découverts en cours d'opération. Si le contrôleur de l'État affirme qu'il y avait des tunnels non identifiés et non détruits par Tsahal, cela me semble incroyable. Au Moshav Nativa Asara, face à Gaza, on construit avec énergie un nouveau quartier. Ifat Ben Shushan et sa famille, qui devrait s'y installer prochainement, espèrent que le calme fragile se maintienne. Maurice Fergan, Jonathan Serrero, bonjour. Alors on l'a compris, ce rapport est très attendu demain par les milieux politiques mais aussi sécuritaires. Quelle est la valeur des conclusions de ce rapport, Jonathan, et surtout qui craint quoi? Déjà dire, Valérie, que le rapport qui sera remis donc demain par le contrôleur de l'État, le juge à la retraite Youssef Shapira, ne fait planer aucune menace dans ce cas précis, je précise, de poursuites pénales sur le Premier ministre et sur les ministres du gouvernement en poste lors de l'événement examiné par le contrôleur de l'État. Et là, on parle bien évidemment de l'opération bordure protectrice de l'été 2014. Une opération militaire passée donc au peigne fin par le contrôleur de l'État, défenseur des droits. Chaque prise de décision des différents départements, administrations, bureaux, ministères, ministres, Premier ministre y compris, mobilisés durant le conflit et scrutés, détaillés par écrit. Le contrôleur de l'État examine la validité éthique et légale du mode de fonctionnement et des décisions prises par tout l'appareil de l'État, mais aussi militaire. Ainsi, au regard de tout le processus de décision examiné, le contrôleur de l'État rend compte de ses conclusions et fait part de ses recommandations. Le rapport est ensuite envoyé à chaque département et corps de métier visé par l'expertise menée par le contrôleur. Tout est centralisé ensuite par le Premier ministre qui se charge d'apporter les corrections nécessaires est préconisé par le rapport. Le chef du gouvernement a ensuite 10 semaines pour présenter ses commentaires émis sur le rapport ainsi que ceux formulés par les différents départements. Les bureaux du contrôleur de l'État ont ensuite l'obligation de fournir une autre réponse, c'est compliqué, au Premier ministre dans un laps de temps fixé, cette fois par le chef du gouvernement. Il est important de préciser que certaines informations et certaines conclusions du rapport sont gardées secrètes. Ouais, alors donc si je comprends bien, c'est un rapport qui n'a aucune portée, en tout cas ni politique ni juridique.
Oui, c'est un peu plus compliqué que cela. Dès la publication du rapport, des étroites discussions sont menées entre les services du Premier ministre et ceux du contrôleur de l'État pour apporter les corrections nécessaires. Des corrections censées améliorer le fonctionnement des départements visés par le rapport. Ensuite, le rapport sert aussi de base de discussion du comité de contrôle qui siège dans les sous-sols de la Knesset. Ce comité de contrôle a un rôle important puisqu'il a le pouvoir de décider de l'ouverture d'une commission d'enquête gouvernementale, une commission populaire chargée donc d'enquêter plus en profondeur et des conclusions et recommandations préconisées par le rapport du contrôleur de l'État. C'est le président de la Cour suprême qui se charge donc de nommer les membres de cette commission. La publication des conclusions de cette commission peut parfois coûter cher au corps politique. C'était le cas en 1982. La commission gouvernementale dirigée à l'époque par le président de la Cour suprême, Yitzhak Cohen, chargé d'enquêter sur le massacre de Sabra et Shatila, a recommandé au ministre de la Défense de l'époque, Ariel Sharon, de tout simplement démissionner de son poste. Au final, l'ancien chef du gouvernement a été nommé au poste de ministre sans portefeuille. D'autres commissions existent, Valérie, celle d'enquête parlementaire et de vérification gouvernementale. Cette dernière a été saisie en 2006, après la Seconde Guerre du Liban. La commission de vérification dirigée à l'époque par le juge à la retraite, le docteur Eliaou Vinograd, avait émis de sérieuses réserves sur le mode de fonctionnement de Tsahal. Lors de ce conflit, cela avait conduit à la démission du chef d'état-major d'alors, le général Dan Khaloutz. Le rapport qui sera publié demain, Valérie, pourrait aussi faire l'objet de l'ouverture d'une de ces commissions. Maintenant, il est fort improbable que ce rapport provoque un séisme politique d'envergure, sachant que le Premier ministre ne devrait pas être inquiété outre mesure par les conclusions de ce rapport. Le chef d'état-major de Tsahal, Benny Gantz, n'est plus en poste et le ministre de la Défense, Moshe Yaalon, a quitté ses fonctions. Bon, en tout cas, une chose est sûre, Maurice Ferrand, s'il y en a un qui ne semble pas inquiet du tout, c'est bien le Premier ministre Benyamin Netanyahou. Alors lui, il n'aura aucune égratignure a priori. Écoutez, il va être mis en cause par l'opposition, ça me paraît évident, mais pas d'un point de vue juridique ni même institutionnel. Sur ce plan-là, je crois que le Premier ministre est sûr de lui. La question est sur le fonctionnement du cabinet de sécurité. C'est là où le bas blesse. C'est là où il y a eu beaucoup de problèmes et de fuites au cours de cette guerre menée à l'été 2014. Et ces fuites ont été organisées pour des raisons politiques, notamment le ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, qui allait chercher des informations sur le terrain auprès d'officiers proches de son parti, de manière à les ramener en Conseil de sécurité et expliquer quels sont les choix stratégiques que Tsahal devrait prendre, ce qui a beaucoup fâché l'armée, le chef d'état-major de l'époque, ce qui a aussi beaucoup fâché le ministre de la Défense qui pensait qu'on tentait par là de le court-circuiter et qui a créé le froid donc entre le ministre de la Défense et le ministre de l'Éducation. Aujourd'hui, ce rapport risque de donner raison au ministre de l'Éducation qui préconisait à l'époque, je vous rappelle Valérie, la mise en place d'une espèce d'aide de camp militaire auprès du cabinet de sécurité chargé de la liaison entre l'état-major et le cabinet de sécurité, le gouvernement. C'est une proposition qui avait été carrément rejetée par Moshe Yaalon et aussi par le Premier ministre d'Aaron.